Comme chaque samedi à la même heure, nous vous invitons à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny travaille le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui est donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Alors, Lorenzaccio, nous continuons ce magnifique texte. Scène 3, acte 3, Michel Marny qui continue à travailler le personnage de Lorenzaccio et M. Jean Vermont qui joue Philippe Strozzi, lui donne la réplique. Alors, nous allons reprendre... il y a plusieurs démons, Philippe. Et alors, je vous laisse aller. Je dis toujours ça, puis je vous arrête. Enfin, je vais essayer tout de même de vous laisser aller pour voir comment vous dites le reste. De votre propre chef. Il y a plusieurs démons, Philippe. Celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre de tous. Que veux-tu dire ? Prends-y garde. C'est un démon plus beau que Gabriel. La liberté, la patrie, le bonheur des hommes, tous ces mots résonnent à son approche comme les cordes d'une lyre. C'est le bruit des écailles d'argent de ses ailes flamboyantes. Les larmes de ses yeux fécondent la terre, et il tient à la main la palme des martyrs. Ses paroles épurent l'air autour de ses lèvres. Son vol est si rapide que nul ne peut dire où il va. Prends-y garde. Une fois dans ma vie, je l'ai vu traverser les cieux. J'étais courbé sur mes livres. Le toucher de sa main fait frémir mes cheveux comme une plume légère. Que je l'ai écouté ou non, n'en parlons pas. Je ne te comprends qu'avec peine et je ne sais pourquoi j'ai peur de te comprendre. N'avez-vous dans la tête que cela ? Délivrez vos fils ? Mettez la main sur la conscience. Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse ? Eh bien, oui. Que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté. Pour moi et pour tous, j'irai. Prends garde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. Que veut dire ceci ? Es-tu dedans comme au dehors une vapeur infecte ? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes ? Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Toi ? Moi ? Demain ou après-demain. Rentrez chez vous. Tâchez de délivrer vos enfants. Si vous ne le pouvez pas, laisser leur subir une légère punition. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'autre danger pour eux. Et je vous répète que d'ici à quelques jours, il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit. C'est bien. Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté ? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup ? Si tu le fais... Philippe, prends garde à toi. Tu as 60 ans de vertu sur ta tête grise. C'est un enjeu trop cher pour le jouer au dé. Si tu caches sous ces sombres paroles quelque chose que je puisse entendre, parle. Tu mérites singulièrement. Tel que tu me vois, Philippe. J'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine. Comme un martyr croit à son Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles. Eh bien, Lorenzo... Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine, et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible, et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux. J'ai toujours eu confiance en toi, et cependant je crois rêver. Et moi aussi, j'étais heureux alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Mon nom m'appelait au trône, et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal.
Mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Il faut que je l'avoue, si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran, quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu? Tu ne sauras... Une seconde. Oui. Alors, il y a des passages qui sont très bons, mais voyez-vous, quand vous arrivez là à ces dernières répliques si belles, si vous le saviez par cœur, je crois que ce serait beaucoup mieux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est presque impossible, je m'en rends compte, tout de même, de donner un ton exact à une volonté de revenir sur soi-même, pour une vie intérieure, en lisant. Bien Vous comprenez, l'opération de lire est l'opération contraire à celle d'un grand comédien, ou même d'un bon comédien, qui est de s'identifier à un personnage. Par le fait que vous lisez, il y a quelque chose qui est rompu dans ce mécanisme si mystérieux, cette espèce de magie qui fait qu'on cesse d'être soi pour devenir un autre. Vous êtes vous-même quand vous lisez. Vous ne pouvez pas être à la fois vous et Lorenzo. C'est pour ça, si vous voulez vraiment faire un grand effort sur le rôle, je vous supplie de l'apprendre par cœur. Je vais l'apprendre, et d'ailleurs, je le sais d'ailleurs à peu près. Mais il me semble. Je me laisse aller, puis tout d'un coup, je ne sais plus où j'en suis. Mais voilà, je reviens. Voilà. Alors moi, je crois qu'il faudrait que vous preniez la peine d'apprendre par cœur, parce qu'il est certain que tout ce que vous dites là, quand vous évoquez ce moment tellement magique, en effet, où vous avez tendu les bras vers le ciel, vous avez voulu être grande, en fait, toutes ces évocations qui sont malgré tout un retour sur vous-même, un retour sur un moment pathétique, il est très difficile que vous le fassiez bien en lisant. Bien sûr, madame. C'est déjà difficile à faire quand on le sait par cœur, mais c'est beaucoup plus difficile encore si on lit, parce que c'est l'opération contraire. Bien, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et c'est si beau, ces retours sur lui-même, quand il dit « j'étais un étudiant paisible ». Il faut que ce soit vraiment, non pas à lui, mais à vous. Il faut que ce soit une résurrection de ce que vous avez éprouvé. Et quand vous dites « mais c'est impossible de dire pourquoi », il faut donner l'impression de quelqu'un qui a cherché, qui s'est dit « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir-là » C'est impossible si vous lisez. Bien sûr, madame, je vais l'apprendre. Apprenez-le, parce que ça vaut la peine. Oui. N'est-ce pas? D'abord, c'est un texte admirable, et il est toujours bon d'avoir des textes admirables dans la mémoire, ne serait-ce que parce que quand on ne dort pas, on peut se les redire. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui va vous faire un grand progrès, parce qu'il y a un effort énorme à faire sur ce rôle. Et quand vous l'aurez fait, vous en aurez le bénéfice si vous l'avez fait entièrement. Bien sûr. Alors, je viens de vous entendre dans une suite assez longue. Eh bien, il est évident que ce qui manque, c'est ça. Bien sûr. En général, je n'aime pas tellement apprendre tout de suite un texte, je préfère le lire, le travailler. Oui, d'ailleurs, si on Enfin, travaille, vous savez, moi j'en sais quelque chose, ayant fait ça pendant 35 ans, si on travaille un rôle sérieusement, on ne peut pas ne pas le savoir. Oui. Il y a des choses très bonnes dans ce que vous faites, et puis toute la trame, en fait, toute la construction de la scène est bonne, mais il est évident que l'enchaînement psychologique n'y est pas. Vous le sentez? Oui, je le sens très bien. Les morceaux se suivent, mais ils ne se suivent pas comme ils devraient se suivre psychologiquement. On ne sent pas l'évolution, comment d'une chose y passe à une autre, comment celle-là s'impose à lui. On ne le sent pas assez. Et surtout, on ne sent pas assez ce retour perpétuel vers une chose qu'il a dû ressasser. Il faut donner l'impression d'une chose d'une obsession, puisque c'en est une. Bien sûr, oui. Et ça, il est très difficile que vous le donniez dans ces conditions-là. Alors, continuez maintenant, parce qu'il faut que nous avancions aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. Bien. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu? Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. Pour comprendre l'exaltation fiévreuse qui enfantait en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent ténues sous un scalpel. Voilà, oui. Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où j'ai commencé à vivre avec cette idée. Il faut que je sois un Brutus. Tu m'étonnes de plus en plus. Vous n'avez pas l'air étonné, hein? Oui. Il faut être un peu plus étonné. Tu m'étonnes de plus en plus. J'ai voulu d'abord tuer Clément VII. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Bien.
Quand vous avez dit avec Alexandre, voilà l'accent juste. Oui. De l'intensité et tout de même un certain mystère. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Bien. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Je travaillais pour l'humanité, mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Il fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. Je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d'un paralytique comme Cicéron. Je voulais arriver à l'homme. Bien. Me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Bien. Quelle tête de fer as-tu, ami? Quelle tête de fer? La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon boucher. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme Alice, et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Alors oui, Ce que je suis voilà, venu. ces hiatus-là, il ne les faut pas assez longtemps, n'est-ce Oui, pas? bien sûr. Il faut un temps, mais très très court. Mais c'est bien, c'est bien. Puis c'est bien accentué. Vous voyez immédiatement ce que vous gagnez avec Oui. une bonne accentuation. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme Alice et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parlons pas. Tu dois comprendre que j'ai souffert. Et il y a des blessures dont on ne lève pas l'appareil impunément. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête. Tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. J'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Je suis au terme de ma peine. Et sois certain, Philippe, que le buffle sauvage, quand le bouvier là-bas sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants que je n'en ai tissé autour de mon bâtard. Ce cœur, jusqu'auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu sous ma main. Je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Bien. Maintenant, sais-tu ce qui m'arrive et ce dont je veux t'avertir? Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. Mais je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Je me suis souvenu du bâton d'or couvert d'écorce. Maintenant, je connais les hommes. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Pourquoi? Vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l'océan magnifique sous le dais splendide des cieux. Vous ne comptiez pas chaque flot. Vous ne jetiez pas la sonde. Vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs couvertes de ma cloche de verre. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. Ta tristesse me fend le cœur. C'est parce que je vous vois tel que j'ai été sur le point de faire ce que j'ai fait que je vous parle ainsi. Je ne méprise point les hommes. Le tort des livres et des historiens est de nous les montrer différentes de ce qu'ils sont. La vie est comme une cité. On peut y rester 50 ou 60 ans sans voir autre chose que les promenades et les palais. Mais il ne faut pas entrer dans les tripots ni s'arrêter en rentrant chez soi aux fenêtres des mauvais quartiers. Voilà mon avis, Philippe. S'il s'agit de sauver tes enfants, je te dis de rester tranquille. C'est le meilleur moyen pour qu'on te les renvoie après une petite semonce.
S'il s'agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras, car tu ne seras pas longtemps à t'apercevoir qu'il n'y a que toi qui en es. Je conçois que le rôle que tu joues t'est donné de pareilles idées. Si je te comprends bien, tu as pris dans un but sublime une route hideuse, et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Je te dis le danger d'en faire. Je connais la vie, et c'est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. Ne mets pas la main là-dedans si tu respectes quelque chose. Bien, nous Arrête. allons nous arrêter là. Voilà, c'est bien. Il y a tout un passage qui est excellent, très bien. Seulement, voyez-vous, c'est pour ça que je vous ai laissé aller longtemps. Oui. Ça finit par créer une espèce de monotonie, parce que ce n'est pas assez varié ce que vous faites. Et je crois que ça tient au fait que vous n'introduisez pas par moment des choses très parlées. N'est-ce J'ai pas? essayé, mais pas assez souvent et pas assez Oui, bien. Je suppose, et mais enfin, quelquefois je vous ne l'avez fais pas fait, vous l'avez réussi. Mais je crois très, très nécessaire que ça se soit tout à fait parlé. Oui, je l'ai senti d'ailleurs en le disant. N'est-ce pas? Je crois que là, il faut tout à fait trouver un accent parlé et quelque chose de très, très simple. Parce que qui ait une exaltation sincère sur tout le reste, elle est en lui et il est juste de la traduire. Mais il me semble que vous allez tomber dans la monotonie parce que par moment, et on ne peut pas le reprocher à l'auteur, c'est l'époque qui veut ça. Enfin, de même que quand on verra les choses excellentes, même de chez nous, de notre époque, on verra ça. Il y a toujours un langage d'époque. Eh bien, le langage d'époque était emphatique. Oui. Alors, par moment, il y a une emphase qu'il est impossible de ne pas traduire tout de même par un certain ton lyrique, mais il faut absolument que vous introduisiez une variété, parce que sans ça, c'est pas possible. Et je crois que c'est là que vous pouvez l'introduire, parce que vous lui parlez tout à coup. Quand vous faites le tableau de ce que vous avez vu, quand vous expliquez les horreurs que vous avez vues, tout ça, il est naturel. On excuse et on comprend l'emphase du texte et le fait que le comédien pénètre à l'intérieur de cette emphase et même, je ne dirais pas la fait valoir, mais la respecte. Alors il faut un petit peu tricher. Et la seconde tricherie, elle est justifiée par le fait qu'il s'adresse à lui tout à coup. Il s'adresse à la fois avec une espèce de tendresse, de respect et aussi de pitié. C'est tout ça qu'il faut traduire, n'est-ce pas? Il sait, lui, ce qu'il a vu, il sait les horreurs auxquelles il a été condamné. Il est en face d'un homme qui ne les connaît pas, qui les repousserait, qui lui a dit d'ailleurs, est-ce que tu n'es qu'une vapeur infecte? Par conséquent, vous voyez dans quel rapport ils sont. C'est-à-dire un homme un vieillard très noble qu'il méprise, et lui qui sait malgré tout pourquoi il a accepté ça. Mais c'est bien, c'est bien. Je suis très contente de ce que vous faites là vous-même, c'est très bien. Puis vous avez bien accentué, bien articulé, une bonne voix, c'est très bien. Je vous remercie, madame. Comme chaque samedi à la même heure, nous venons de vous présenter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny a travaillé le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui était donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Comme chaque samedi à la même heure, nous vous invitons à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique.
Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny travaille le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui est donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniela Thun, mise en onde Georges Godbert. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui l'étude de Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Je rappelle brièvement quelle est la situation. Lorenzo, qui à la vérité est appelé Lorenzaccio par mépris, est un garçon d'une extraordinaire valeur qui s'est condamné à un rôle infâme pour approcher son cousin Alexandre et le tuer. La scène que nous travaillons est la scène 3 de l'acte 3, et la scène dans laquelle il rencontre Philippe Strozzi, qui est un vieillard pour lequel il a la plus grande vénération et dont les fils viennent d'être arrêtés de la façon arbitraire qui à ce moment-là était la règle à Florence. Il vient le voir et se confie à lui et lui révèle en effet que ce qu'il porte sur le visage est un masque et que son intention est de tuer Alexandre. Alors écoutez-moi bien, Michel Marny qui joue le rôle de Lorenzaccio et monsieur Jules Vermont qui joue celui de Philippe Strozzi. Je crois que pour la bonne compréhension de la scène, et non seulement ça, mais pour vous-même, pour vous retrouviez tout ce que nous avons dit et travaillé, vous allez reprendre depuis l'endroit où nous avions commencé, c'est-à-dire la réplique de Philippe, « Oh Lorenzo, tu es un homme ferme, toi, etc. » Oui, madame, et alors nous allons jusqu'à... Quel est l'endroit où nous étions arrêtés la dernière fois ? Nous nous étions arrêtés, tandis que vous admiriez à la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. C'est ça. Alors, à partir de ce moment-là, je vous laisse aller, malgré tout, quoique nous n'ayons pas travaillé, pour voir ce que vous avez travaillé seul, ce que vous avez trouvé seul. C'est notre habitude et je crois qu'elle est bonne. Alors, pour le reste, vous avez appris par cœur ? J'ai appris par cœur. Bien. Alors, je vous laisse aller. Oh, Lorenzo, tu es un homme ferme, toi. Parle-moi, je suis faible et mon cœur est trop intéressé dans tout cela. Je m'épuise, vois-tu. J'ai trop réfléchi ici-bas, j'ai trop tourné sur moi-même comme un cheval de pressoir. Je ne vaux plus rien pour la bataille. Dis-moi ce que tu penses, je le ferai. Rentrez chez vous, mon bon monsieur. Voilà qui est certain. Je vais aller chez les Pazzi. Là sont 50 jeunes gens, tous déterminés. Ils ont juré d'agir. Attendez une seconde. Voyez-vous, c'est bien, vous l'avez dit très très juste, pas avec assez d'autorité. Ça doit être très très bon. Puis vous avez été sage, vous avez appris par cœur. Par conséquent, nous voulons en avoir le bénéfice. Rentrez chez vous, mon bon monsieur. Allez-y. Oh, Lorenzo, tu es un homme ferme, toi. Parle-moi, je suis faible, et mon cœur est trop intéressé dans tout cela. Je m'épuise, vois-tu. J'ai trop réfléchi ici-bas, j'ai trop tourné sur moi-même comme un cheval de pressoir. Je ne vaux plus rien pour la bataille. Dis-moi ce que tu penses, je le ferai. Rentrez chez vous, mon bon monsieur. Bien. Voilà qui est certain. Je vais aller chez les Pazzi. Là sont 50 jeunes gens, tous déterminés. Ils ont juré d'agir. Je leur parlerai noblement, comme un Strozzi. Et comme un père, et ils m'entendront. Ce soir, j'inviterai à souper les 40 membres de ma famille. Je leur raconterai ce qui m'arrive. Nous verrons. Rien n'est encore fait. Que les Médicis prennent garde à eux. Adieu, je vais chez les Pazzi. Aussi bien j'y allais avec Pierre quand on l'a arrêté. Il y a plusieurs démons, Philippe. Celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre de tous. Que veux-tu dire ? Prends-y garde. C'est un démon plus beau que Gabriel. La liberté, la patrie, le bonheur des hommes, tous ces mots résonnent à son approche comme les cordes d'une lyre. C'est le bruit des écailles d'argent de ses ailes flamboyantes. Les larmes de ses yeux fécondent la terre, et il tient à la main la palme des martyrs. Ses paroles épurent l'air autour de ses lèvres. Son vol est si rapide que nul ne peut dire où il va. Prends-y garde. Une fois dans ma vie, je l'ai vu traverser les cieux. J'étais courbé sur mes livres. Le toucher de sa main fait frémir mes cheveux comme une plume légère. Que je l'ai écouté ou non, n'en parlons pas. Je ne te comprends qu'avec peine, et je ne sais pourquoi j'ai peur de te comprendre. N'avez-vous dans la tête que cela ? Délivrez vos fils ?
Mettez la main sur la conscience. Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse? Eh bien oui, que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté. Pour moi et pour tous, j'irai. Prends garde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. Bien. Que veut dire ceci? Es-tu dedans comme au dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes? Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Toi? Moi. Demain ou après-demain. Rentrez chez vous. Tâchez de délivrer vos enfants. Si vous ne le pouvez pas, laisser leur subir une légère punition. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'autre danger pour eux. Et je vous répète que d'ici à quelques jours, il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit. Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup, si tu le fais? Mais Philippe, prends garde à toi, tu as 60 ans de vertu sur ta tête grise. C'est un enjeu trop cher pour le jouer au dé. Si tu caches sous ces sombres paroles quelque chose que je puisse entendre, parle. Tu mérites singulièrement. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine. Comme un martyr croit à son Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobe sur ses filles. Eh bien, Lorenzo? Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible, je ne m'occupais alors que des arts et des sciences, et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux. J'ai toujours eu confiance en toi, et cependant je crois rêver. Et moi aussi. J'étais heureux alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Mon nom m'appelait au trône, et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Il faut que je l'avoue, si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu? Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. Pour comprendre l'exaltation fiévreuse qui enfantait en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent à nu sous un scalpel. Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où j'ai commencé à vivre avec cette idée. Il faut que je sois un Brutus. Tu m'étonnes de plus en plus. J'ai voulu d'abord tuer Clément VII. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Je travaillais pour l'humanité, mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Il fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. Je ne voulais pas soulever les masses ni conquérir la gloire bavarde d'un paralytique comme Cicéron. Je voulais arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Quelle tête de fer as-tu, ami? Quelle tête de fer! La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme Alice et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche.
Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parlons pas. Tu dois comprendre que j'ai souffert. Et il y a des blessures dont on ne lève pas l'appareil impunément. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête, tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. J'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Je suis au terme de ma peine. Et sois certain, Philippe, que le buffle sauvage quand le bouvier là-bas sur l'herbe n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants que je n'en ai tissé autour de mon bâtard. Ce cœur, jusqu'aux auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu, sous ma main. Je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Maintenant sais-tu ce qui m'arrive et ce dont je veux t'avertir. Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. Mais je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Je me suis souvenu du bâton d'or couvert d'écorce. Mais maintenant je connais les hommes. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Pourquoi? Vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil, un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes et vous avez regardé dans la... Ça va, ça va. Mais puisque nous sommes arrêtés, c'est très bien, mais il faut aller plus lentement. Le fait que vous sachiez fait que vous vous êtes emporté à cause de votre tempérament, mais c'est bien. Je veux dire, toutes les intonations sont justes, non seulement les intonations, mais les intentions sont justes, seulement ça va trop vite. Alors les mots ne pèsent pas leur poids, comprenez-vous? Oui, je m'en suis rendu compte. Mais enfin, ça vous sera très facile maintenant. Ce que vous avez à faire, c'est un travail même ravissant et agréable, parce que vous avez l'essentiel, vous avez l'intention, vous avez l'intonation, tout ça est parfaitement juste, mais il faut élargir énormément. Et alors l'intention poétique, la volonté poétique de l'auteur, son inspiration, elle est un peu gommée, effacée quand on va trop vite. Il faut qu'il reste tout de même cette admirable atmosphère de poésie qu'il y a autour de la scène. Mais continuez maintenant. Pareil, un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l'océan magnifique sous le dais splendide des cieux. Vous ne comptiez pas chaque flot. Vous ne jetiez pas la sonde. Vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs couvertes de ma cloche de verre. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. Ta tristesse me fend le cœur. Et c'est parce que je vous vois tel que j'ai été sur le point de faire ce que j'ai fait que je vous parle ainsi. Pas trop vite. Oui, c'est-à-dire que je voulais donner, ce que vous m'aviez demandé d'ailleurs, un sens tout à fait parlé. Oui. Et voilà l'écueil. Ah non, mais on ne fait pas ça de premier coup, vous savez. Ne vous impatientez pas, vous avez fait un très très grand progrès. Très grand progrès. Alors continuez, mais en pensant comme ça tout de même d'une manière profonde ce que vous dites. N'est-ce pas? La scène est très très belle dans la mesure où elle est cette confession, où il est quelqu'un qui non seulement ôte son masque, mais en parlant réfléchit sur lui-même. Et alors il faut donner cette impression de la chose que, non pas que vous inventez, mais que vous retrouvez au fond de vous-même. Et alors quand vous lui parlez à lui, la même chose, n'est-ce pas? Vous avez fait ci, vous avez... mais moi j'ai plongé, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et tout ça avec un dégoût, une lassitude, un désespoir. C'est une scène désespérée. Oui, bien sûr. Vous ne comptiez pas chaque flot. Vous ne jetiez pas la sonde. Vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé.
Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs couvertes de ma cloche de verre. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, Voilà. les ossements et les léviathans. Ta tristesse me fend le cœur. C'est parce que je vous vois tel que j'ai été, sur Bien. le point de faire ce que j'ai fait, que je vous parle ainsi. Je ne méprise point les hommes. Le tort des livres et des historiens est de nous les montrer différentes de ce qu'ils sont. Bien. La vie est comme une cité. On peut y rester 50 ou 60 Très bien. ans sans voir autre chose que les promenades et les palais. Mais il Voilà. ne faut pas entrer dans les tripots ni s'arrêter en rentrant chez soi aux fenêtres des mauvais quartiers. Faut que ce soit encore plus Oui. triste. Mais Mais il ne faut pas entrer dans les tripots ni s'arrêter en rentrant chez soi aux fenêtres des mauvais quartiers. non, pas de sans s'arrêter. Mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s'arrêter en rentrant chez soi, aux fenêtres des mauvais quartiers. Bien. Enfin, en tout cas, ce que je veux, c'est vous faire des compliments, parce que vous avez bien travaillé. Et je voudrais que vous vous rendiez compte à quel point, quand vous savez le texte, la leçon est meilleure. Les idées s'enchaînent, bien sûr. Mais naturellement. Je crois que je vais l'exiger maintenant. Parce que pour vous, c'est une différence immense. Encore une fois, ce que je vous disais l'autre chose est parfaitement vrai, étant donné que tout de même le don d'un comédien et l'exécution parfaite, c'est l'identification à un personnage. Comment voulez-vous entrer dans un rêve si vous tenez un livre dans la main et puis que vous êtes obligé de jeter les yeux? C'est pas possible. Alors, à la prochaine, Je vous comme on remercie, dit. madame. C'est très bien, je suis très contente de vous. Très Merci, contente. madame. Comme chaque samedi à la même heure, nous venons de vous présenter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny a travaillé le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui était donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Comme chaque samedi à la même heure, nous vous invitons à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny travaille le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui est donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Alors aujourd'hui, nous continuons notre étude de Lorenzaccio. C'est M. Michel Marny qui travaille le rôle de Lorenzaccio.
de la pièce d'Alfred de Musset, et c'est la scène 3 de l'acte 3. Alors nous vous écoutons. C'est parce que je vois tel que j'ai été, sur le point de faire ce que j'ai fait, que je vous parle ainsi. Je ne méprise point les hommes. Le tort des livres et des historiens est de nous les montrer différentes de ce qu'ils sont. La vie est comme une cité, on peut y rester 50 ou 60 ans sans voir autre chose que les promenades et les palais, mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s'arrêter en rentrant chez soi aux fenêtres des mauvais quartiers. Voilà mon avis, Philippe. S'il s'agit de sauver tes enfants, je te dis de rester tranquille, c'est le meilleur moyen pour qu'on te les renvoie après une petite semonce. S'il s'agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras, car tu ne seras pas longtemps à t'apercevoir qu'il n'y a que toi qui en es. Je conçois que le rôle que tu joues t'ait donné de pareilles idées. Si je te comprends bien, tu as pris dans un but sublime une route hideuse, et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Je te dis le danger d'en faire. Je connais la vie, et c'est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. Ne mets pas la main là-dedans si tu respectes quelque chose. Arrête. Ne brise pas comme un roseau mon bâton de vieillesse. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs balais pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré, et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fend en deux comme une bûche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades, et pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, oh Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me montrent leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre honteusement les poings de rage en remuant dans ma poche 4 ou 5 méchantes pièces d'or. Voilà. Alors, cette période-là est très importante. Oui. Alors, c'est une manière de le jouer. Mais je crois que la manière serait bien meilleure si vous faisiez le contraire de ce que vous faites. Oui. C'est-à-dire si vous disiez d'une manière plus douce, plus, comment dirais-je, plus nuancée. Alors, je voudrais que vous essayiez ça comme ça. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Voilà. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs balais pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré, et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fend en deux comme une bûche pourrie. Bien. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Voilà où ça commence. Oui. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, oh Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles. C'est à ce moment-là. Oui, je comprends, madame. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré. Pas vite, tout ça. Alors reprenez-moi ça. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits de leurs filles sont encore chauds de ma sueur et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs habits pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons, donc voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entrée. Et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fend en deux comme une bûche pourrie. Oui, c'est presque rien ce qu'il y a à faire. Oui. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et les enfants ne me jettent pas de la boue.
Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur. Qu'on entende bien, les lits des filles sont encore chauds, ma soeur. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur. Et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs balais pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré, et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fende en deux comme une bûche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Voilà. Voilà où vous commencez. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le... J'entends bien mon manteau de soie bariolé traîne sur le sable des allées. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Et pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, ô Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre honteusement les poings de rage en remuant dans ma poche 4 ou 5 méchantes pièces d'or. Et ça. Alors ça, il faut que ce soit très fort. Oui. Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi tenter lorsque l'on doute? Suis-je un Satan? Lumière du ciel. Bien. Je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire. Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice comme un enfant de 10 ans dans l'armure d'un géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls le portaient au front. J'avais commencé à dire tout haut que mes 20 années de vertu étaient un masque étouffant. Oh, Philippe. J'entrai alors dans la vie et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Tous les masques tombaient devant mon regard. L'humanité souleva sa robe et me montra comme un adepte digne d'elle sa monstrueuse nudité. Oui, ça c'est terrible, n'est-ce pas? Il faut l'appuyer encore plus que Ah, ça. oui. Et c'est pas tant l'appuyer, n'est-ce pas? Il faut que le ton général de la tirade soit différent. Il faut qu'il soit plus amer, comment dire, plus décontenancé encore que ça. Cette phrase-là est terrible. Et tout doit aboutir là. Tout aboutit là. Oui. Alors tout le reste plus rapide et ce moment-là beaucoup plus large. Oui, j'ai compris, madame. Suis-je un Satan? Lumière du ciel, je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire. Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice comme un enfant de 10 ans dans l'armure d'un géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls le portaient au front. J'avais commencé à dire tout haut que mes 20 années de vertu étaient un masque étouffant. Oh, Philippe. J'entrai alors dans la vie et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Tous les masques tombaient devant mon regard. L'humanité souleva sa robe et me montra, comme un adepte digne d'elle, sa monstrueuse nudité. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont, je me suis dit, pour qui est-ce que je travaille? Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur, et je me demandais, quand j'aurais fait mon coup, celui-ci en profitera-t-il? J'ai vu les républicains dans leur cabinet, je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli des discours des gens du peuple, j'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie, j'ai bu, dans les banquets patriotiques, le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée, j'avalais entre 2 baisers les larmes les plus vertueuses, j'attendais toujours que l'humanité me laisse avoir sur sa face quelque chose d'honnête. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Alors oui, c'est très difficile à dire.
Parce que, encore une fois, ce n'est pas à partir du moment où vous avez dit l'humanité souleva sa robe et me montra sa monstrueuse nudité, j'ai vu les hommes quels qu'ils sont et je me suis dit, etc. Eh bien, tout ceci, c'est comme la première partie de la tirade. Ça ne doit presque pas être marqué, mais c'est le ton général qui n'y est pas. Oui, je l'ai senti d'ailleurs, oui, bien sûr. Alors ça, c'est très difficile à vous dire, parce que c'est quelque chose qu'il est presque impossible d'indiquer. C'est quelque chose qui doit être en vous, qui doit sortir de vous, cette espèce de misère. Il a le sentiment qu'il fait des choses pour rien, que tout ça est inutile. Et ça doit sortir, mais ça doit sortir malgré vous. Enfin, c'est une sueur qu'il a en lui. Oui. Alors je voudrais que vous repreniez ça. Et que vous essayiez de donner ça. Je crois que votre voix d'abord est trop claire. Je crois que vous avez une voix trop claire dans ce moment-là, parce que vous pouvez avoir une voix plus sombre. Je crois qu'il faut une voix plus sombre. Et je crois qu'il faut surtout que vous imprégniez du sentiment dans lequel il est, c'est-à-dire un sentiment de lassitude. Il veut empêcher cet homme de faire la même chose que lui. Et c'est pourquoi il lui raconte ces choses. Et il faut que ça aille assez vite, malgré tout en articulant bien, en accentuant bien. Il faut que ce soit quelque chose qui sorte de vous. Oui, je vais essayer, madame. Suis-je un Satan? Lumière du ciel. Je m'en souviens encore, j'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite, si elle ne s'était mise à rire. Voilà. Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus... Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice, comme un enfant de 10 ans dans l'armure d'un géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate. Alors c'est pas assez marqué. Oui. Il faut que ce soit plus marqué. Il faut que tout soit plus marqué. Quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne... Voilà. Je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice, comme un enfant de 10 ans dans l'armure d'un géant de la fable. Voilà. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls le portaient au front. Alors, je voudrais qu'on entende davantage un stigmate que seuls les monstres le portaient au front. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls le portaient au front. Bien. Non, pas un sens arrêté, oui. Un sens suspendu. Le portait au front. J'avais commencé à dire tout seul. J'avais commencé à dire tout haut que mes 20 années de vertu étaient un masque étouffant. Ah, Philippe. J'entrais alors dans la vie et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Ah oui, tout ça faisait la même chose. Je croyais que la corruption était un stigmate et que les monstres seuls le portaient au front. Non. Et que les monstres seuls le portaient au front. Voilà. J'avais commencé à dire tout haut que mes 20 années de vertu étaient un masque étouffant. Oh, Philippe. J'entrais alors dans la vie et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Voilà. Tous les masques tombaient devant mon regard. Attendez, alors là, il faut autre chose, n'est-ce pas? Une très, très petite différence. Mais il faut que cette petite différence existe. Oh, Philippe, j'entrais alors dans la vie et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Alors, vous voyez, il y a à peine de différence d'intonation. Mais ça donne beaucoup plus d'importance, oui, à cette phrase-là. Oh, Philippe, j'entrais alors dans la vie... Et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Voilà. Tous les masques tombaient devant mon regard. Tous les masques tombaient devant mon regard. L'humanité souleva sa robe et me montra comme un adepte digne d'elle sa monstrueuse nudité. Alors j'ai vu les hommes tels qu'ils sont, je me suis dit, pour qui est-ce que je travaille ? Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur. Je me demandais... Quand vous dites « je cherchais les visages qui me donnaient du cœur », c'est pas assez, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur.
Et je crois que c'est ça, je crois que c'est en accentuant chaque mot à l'intérieur même de la tirade que vous arriverez à donner le ton qu'il faut. Oui. Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur. Je me demandais, quand j'aurai fait mon coup, celui-ci en profitera-t-il? Alors j'ai vu les républicains dans leur cabinet, je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple, j'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie. J'ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée, j'ai avalé entre deux baisers les larmes les plus vertueuses, j'attendais toujours que l'humanité me laissât voir sur sa face quelque chose d'honnête. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Bien. Alors, voyez-vous, ce qui est très bon, c'est quand vous avez fait « j'observais », n'est-ce pas? J'observais. Oui. Alors, ça, vous avez senti, probablement. Au moment où vous le faisiez, vous l'avez fait très bien parce que chaque mot pesait son poids. Eh bien, il faut que ce soit comme ça presque tout le temps. Ah bon, oui. Et non seulement ça, mais avec la voix plus basse. Oui. Il faut surtout une voix plus basse, parce que la voix haute, voyez-vous, ça n'a pas le poids, elle ne baisse pas le poids. Oui, oui, bien sûr. Enfin, vous avez bien travaillé, vous avez bien compris ce que j'ai dit, surtout. Oui, ce passage est beaucoup plus difficile que ce que j'avais travaillé jusqu'alors dans la scène. Eh bien, vous savez, je ne trouve pas ça curieux, ça, je ne trouve ça plus difficile. Ah bon, ça m'a donné beaucoup plus de mal. Ça vous a donné plus de mal, tiens. Mais je crois que c'est parce que vous l'avez pris d'une autre manière, d'abord. Oui, tout à fait d'une autre manière, oui. C'est vrai. Je crois que c'est pour ça. Enfin, vous rappellerez bien ça, de manière à ce que cette intonation générale, qui est la bonne, soit celle que vous adoptez la fois d'après. Oui, madame, je vous remercie beaucoup. Comme chaque samedi à la même heure, nous venons de vous présenter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny a travaillé le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui était donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun. Mise en onde, Georges Godbert. Comme chaque samedi à la même heure, nous vous invitons à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny travaille le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui est donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Alors nous continuons l'étude de Lorenzaccio. Je rappelle que M. Michel Marny travaille le rôle de Lorenzaccio dans la pièce du Musset et que la scène 3 du 3e acte est jouée avec M. Jean Vermont qui lui donne les répliques dans Philippe Strozzi.
Alors, nous n'allons pas reprendre maintenant ce que nous avons travaillé la dernière fois. Alors, je voudrais que vous repreniez à partir de l'humanité me montre sa monstrueuse nudité. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont et je me suis... Alors, reprenez ça. Oh, Philippe, j'entrais alors dans la vie, et je vis qu'à mon approche, tout le monde en faisait autant que moi. Tous les masques tombaient devant mon regard. Voilà. L'humanité souleva sa robe et me montra comme un adepte digne d'elle sa monstrueuse nudité. Bien. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont et je me suis dit... Non, j'ai vu les hommes tels qu'ils sont. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont. Et je me suis dit, pour qui est-ce que je travaille? Pour qui est-ce que je travaille? Pour qui est-ce que je travaille? Alors, beaucoup plus d'anxiété dans tout ça. Pour qui est-ce que je travaille? Est-ce que celui-là en profitera? Est-ce que celui-là fera quelque chose? J'ai bu des larmes entre des baisers. J'ai... Compris? J'ai vu les hommes tels qu'ils sont, et je me suis dit, pour qui est-ce que je travaille? Bien, l'intonation est bonne, mais vous allez trop lentement. Et je me suis dit, pour qui est-ce que je travaille? Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur. Bien. Et je me demandais, quand j'aurai fait mon coup, celui-ci en profitera-t-il? J'ai vu les républicains dans leur cabinet, je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple. Tout ça est trop léger. Trop léger, oui. Jusqu'à ce passage-là. Celui-là en profitera-t-il? Quand j'aurai fait mon coup, celui-là en profitera-t-il? J'ai guetté, j'ai fait ceci, cela. Quand j'aurai fait mon coup, celui-ci en profitera-t-il? J'ai vu les républicains dans leur cabinet, je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple, j'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie. Non. J'ai écouté, j'ai guetté, j'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie. Chaque chose marquée, bien marquée. J'ai écouté, j'ai guetté, bien. J'ai recueilli les discours des gens du peuple. Bien. J'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie. J'ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée. J'ai avalé entre deux baisers les larmes les plus vertueuses. J'attendais toujours que alors l'humanité... là, voyez-vous, j'attendais toujours. J'attendais toujours que l'humanité me laisse voir sur sa face quelque chose d'honnête. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Voilà, si vous me donnez à chaque mot son importance, comme je vous ai demandé, oui. Et que vous arrivez à la dernière phrase, que j'observais comme un amant observe sa fiancée en cherchant le jour des noces, il ne faut pas tenir compte des quelques points de suspension qu'a mis l'auteur. Ah bon? Je vais encore une fois aller contre les auteurs, mais je crois que c'est nécessaire. J'observais comme un amant observe le jour des noces, pour voir sur le visage de sa fiancée. Oui. J'attendais toujours que l'humanité me laisse voir sur sa face quelque chose d'honnête. Bien. J'observais comme un amant observe sa fiancée. Ah non, vous n'observez pas là. Observez. J'observais comme un amant observe non, sa comme fiancée. Un amant observe sa fiancée. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Bien. Si tu n'as vu que le mal, je te plains, mais je ne puis te croire. Le mal existe, mais non pas sans le bien, comme l'ombre existe, mais non sans la lumière. Mais tu ne veux voir en moi qu'un mépriseur d'homme, c'est me faire injure. Je sais parfaitement qu'il y en a de bons. Mais à quoi servent-ils? Que font-ils? Qu'importe que la conscience soit vivante si le bras est mort. Il y a de certains côtés par où tout devient bon. Un chien est un ami fidèle, on peut trouver en lui le meilleur des serviteurs. Comme on peut voir aussi qu'il se roule sur des cadavres et que la langue avec laquelle il lèche son maître sent la charogne d'une lieue.
Tout ce que j'ai à voir, moi, c'est que je suis perdu et que les hommes n'en profiteront pas plus qu'ils ne me comprendront. Pauvre enfant, tu me navres le cœur. Mais si tu es honnête, quand tu auras délivré ta patrie, tu le redeviendras. Cela réjouit mon vieux cœur, Lorenzo, de penser que tu es honnête. Alors tu jetteras ce déguisement hideux qui te défigure, et tu redeviendras d'un métal aussi pur que les statues de bronze d'Harmodius et d'Aristogiton. Mais Philippe, j'ai été honnête. La main qui a soulevé une fois le voile de la vérité ne peut plus le laisser retomber. Elle reste immobile jusqu'à la mort, tenant toujours ce voile terrible et l'élevant de plus en plus au-dessus de la tête des hommes, jusqu'à ce que l'ange du sommeil vienne lui boucher les yeux. Toutes les maladies se guérissent, et le vice est aussi une maladie. Il est trop tard. Je me suis fait à mon métier. Le vice a été pour moi un vêtement. Maintenant, il est collé à ma peau. C'est bien. Je suis vraiment un ruffian. Et quand je plaisante sur mes pareils, je me sens sérieux comme la mort au milieu de ma gaieté. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin. Et ce qui m'étonne en lui, c'est qu'il n'y ait pas laissé sa raison. Profite de moi, Philippe, voilà ce que j'ai à te dire. Ne travaille pas pour ta patrie. Si je te croyais, il me semble que le ciel s'obscurcirait pour toujours et que ma vieillesse serait condamnée à marcher à tâtons. Que tu aies pris une route dangereuse, cela peut être. Pourquoi ne pourrais-je en prendre une autre qui me mènerait au même point? Mon intention est d'en appeler au peuple et d'agir ouvertement. Et prends garde à toi, Philippe. Celui qui te le dit sait pourquoi il le dit. Mais prends le chemin que tu voudras, tu auras toujours affaire aux hommes. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république. La plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre. Qu'ils aient pour eux le peuple, et tout est dit. Je te gage que ni eux, ni le peuple ne feront rien. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'en mêler. Parle si tu le veux, mais prends garde à tes paroles, et encore plus à tes actions. Laisse-moi faire mon coup. Tu as les mains pures et moi je n'ai rien à perdre. Voilà. Allons aller jusque-là. Oui. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que une de vos tirades a été bien dite et une a été moins bien dite. La première a été moins bien dite. Je crois qu'il faut que vous repreniez ça avec moi. Nous allons voir un peu ce que nous allons en faire. Oui. Quand vous dites « Si tu ne vois en moi qu'un mépriseur d'homme, tu me fais injure », je sais parfaitement qu'il y en a de bons. Mais à quoi servent-ils? Que font-ils? Comment agissent-ils? Qu'importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort. Tout ça, et c'est toujours la même observation que j'ai à vous faire, il faut le faire sur un ton, qui est un ton très grave. Oui, oui. Il faut que le ton soit toujours très grave. Dès qu'il parle de sa mission, enfin, ce qu'il croit devoir faire, il faut que ce soit très grave. Oui. Le ton est trop clair. Il y a en vous une grande jeunesse. Et notez qu'elle est nécessaire au rôle. Oui, Van Eyck est un garçon, qu'est-ce qu'il a? Il a 30 ans, 35 ans, 35 ans. 35, je pense. Oui, 35, 40 ans, oui. Vous avez quel âge? 26. Aïe, 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 aïe. Oui, ben voilà, c'est ça. Alors, il faut parler comme quelqu'un qui en a 35. Oui. Notez que dans la pièce, il a 20 ans. Je crois. Il a 20 ans dans la pièce. Mais encore une fois, c'est la pièce d'un homme conscient. Oui. Alors, allez-y. Tu ne veux voir en moi qu'un mépriseur d'hommes. C'est me faire injure. Je sais parfaitement qu'il y en a de bons. Mais à quoi servent-ils? Que font-ils? Qu'importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort. Il y a de certains côtés par où tout devient bon. Un chien est un ami fidèle, on peut trouver en lui le meilleur des serviteurs. Comme on peut voir aussi qu'il se roule sur les cadavres et que la langue avec laquelle il lèche son maître sent la charogne d'une lieue. Tout ce que j'ai à voir, moi, c'est que je suis perdu et que les hommes n'en profiteront pas plus qu'ils ne me comprendront. Bien. Ils ne me comprendront. Alors ça, c'est un point de terme. Oui, c'est un point de terminus. Tout ce que j'ai à voir, moi, c'est que je suis perdu et que les hommes n'en profiteront pas plus qu'ils ne me comprendront. Bien.
Pauvre enfant, tu me navres le cœur. Mais si tu es honnête, quand tu auras délivré ta patrie, tu le redeviendras. Cela réjouit mon vieux cœur, Lorenzo, de penser que tu es honnête. Alors tu jetteras ce déguisement hideux qui te défigure, et tu redeviendras d'un métal aussi pur que les statues de bronze d'Harmodius et d'Aristogiton. Mais qui sont ces personnages extraordinaires? Mais je ne les connais pas, moi, vous les connaissez, vous? Moi non plus. Redevenons sérieux. Philippe, j'ai été honnête. Mais Philippe, j'ai été honnête. La main qui a soulevé une fois le voile de la vérité ne peut plus le laisser retomber. Elle reste immobile jusqu'à la mort, tenant toujours ce voile terrible et l'élevant de plus en plus au-dessus de la tête des hommes, jusqu'à ce que l'ange du sommeil lui bouche les yeux. Toutes les maladies se guérissent, et le vice est aussi une maladie. Il est trop tard. Je me suis fait à mon métier. Alors ça, c'est tout à fait autre chose, voyez-vous. Il se trouve que ça a été bien quand vous ne disiez pas c'est là comme il faut. Et alors, il faut que vous disiez ça d'une manière plus sincère. Il est trop tard. Je me suis fait à mon métier. Et alors, je crois que c'est encore une question d'accentuation. Oui. Il est trop tard. Je me suis fait à mon métier. Il est trop tard. Je me suis faite à mon métier. Bien. Le vice a été pour moi un vêtement. Maintenant, il est collé à ma peau. Bien. Je suis vraiment un ruffian. Et quand je plaisante sur mes pareils, je me sens sérieux comme la mort au milieu de ma gaieté. C'est beau. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin. Non, alors là, je ne sais pas pourquoi vous baissez la voix. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin. Et ce qui m'étonne en lui, c'est qu'il n'y ait pas laissé sa raison. Profite de moi, Philippe, voilà ce que j'ai à te dire. Ne travaille pas pour ta patrie. Je suis vraiment un ruffian. Et quand je plaisante sur mes pareils, je me sens sérieux comme la mort au milieu de ma gaieté. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin. Alors, il ne faut pas que ce soit la suite. C'est pourquoi j'avais voulu faire une rupture tout à l'heure, justement. Oui, il ne faut pas que ce soit la suite. Et quand je plaisante sur mes pareils, je me sens sérieux comme la mort au milieu de ma gaieté. Brutus a fait le fou pour tuer... Non. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin, je ne sais pas comment il n'a pas laissé sa raison. Brutus a fait le fou pour tuer Tarquin, et ce qui m'étonne en lui, c'est qu'il n'y ait pas laissé sa raison. Profite de moi. Profite de moi, Philippe. Voilà ce que j'ai à te dire. Ne travaille pas pour ta patrie. C'est bien. C'est très bien. Si je te croyais, il me semble que le ciel s'obscurcirait pour toujours et que ma vieillesse serait condamnée à marcher à tâtons. Que tu aies pris une route dangereuse, cela peut être. Pourquoi ne pourrais-je en prendre une autre qui me mènerait au même point ? Mon intention est d'en appeler au peuple et d'agir ouvertement. Mais prends garde à toi, Philippe. Celui qui te le dit sait pourquoi il le dit. Mais prends le chemin que tu voudras, tu auras toujours affaire aux hommes. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Oui. Alors ça, il faut que ce soit absolument comme le reste, n'est-ce pas ? Que ce soit d'une manière absolument neutre. Oui. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Oui, absolument le même ton. Pas rien d'emphatique, rien, mais qu'on entende très bien. Je vais tuer Alexandre. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Bien. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent... Alors ça va trop vite, ça. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il en sera facile d'établir une république, la plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre. Qu'ils aient pour le peuple et tout est dit, je te gage que ni eux ni le peuple n'y feront rien. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'en mêler. Parle si tu le veux, mais prends garde à tes paroles. Et encore plus à tes actions. Laisse-moi donc faire mon coup. Dis-toi. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Une fois mon coup fait, si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république. La plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre.
qu'ils aient pour eux le peuple et tout est dit. Je te gage que ni eux ni le peuple ne feront rien. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'en mêler. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'en mêler. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'en mêler. Bien. Parle si tu le veux, mais prends garde à tes paroles. Et encore plus à tes actions. Laisse-moi faire mon coup. Tu as les mains pures et moi, je n'ai rien à perdre. Fais-le, et tu verras. Bien. Enfin, vous avez bien travaillé, vous avez bien compris ce que j'ai dit, surtout. Enfin, vous rappellerez bien ça, de manière à ce que cette intonation générale, qui est la bonne, soit celle que vous adoptez la fois d'après. Oui, madame, je vous remercie beaucoup. Comme chaque samedi à la même heure, nous venons de vous présenter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny a travaillé le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui était donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Comme chaque samedi à la même heure, nous vous invitons à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny travaille le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui est donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniel Atoun, mise en onde Georges Godbert. Alors aujourd'hui, nous allons voir la scène dans sa totalité. Monsieur Michel Marny qui a travaillé le rôle de Lorenzaccio, et comme il l'a très bien travaillé, avec beaucoup de conscience, en y mettant beaucoup de lui-même, non seulement ça, mais il savait son texte par cœur, ce qui lui a permis d'être particulièrement donné à ce qu'il faisait. Je désire que vous entendiez la scène dans son ensemble. Alors vous vous rappelez bien ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Je l'ai travaillé, madame. Bien. J'espère que je me rappelle. Oh, Lorenzo, Lorenzo, tu es un homme ferme, toi. Parle-moi. Je suis faible et mon cœur est trop intéressé dans tout cela. Je m'épuise, vois-tu. J'ai trop réfléchi ici-bas, j'ai trop tourné sur moi-même, comme un cheval de pressoir. Je ne vaux plus rien pour la bataille. Dis-moi ce que tu penses, je le ferai. Rentrez chez vous, mon bon monsieur. Voilà qui est certain. Je vais aller chez les Pazzi. Là sont 50 jeunes gens, tous déterminés. Ils sont jurés d'agir. Je leur parlerai noblement, comme un Strozzi et comme un père. Et ils m'entendront. Ce soir, j'inviterai à souper les 40 membres de ma famille. Je leur raconterai ce qui m'arrive. Nous verrons, nous verrons. Rien n'est encore fait. Que les Médicis prennent garde à eux. Mathieu, je vais chez les Pazzi. Aussi bien j'y allais avec Pierre quand on l'a arrêté. Il y a plusieurs démons, Philippe. Celui qui te tente en ce moment n'est pas le moins à craindre de tous. Que veux-tu dire? Prends-y garde.
c'est un démon plus beau que Gabriel. La liberté, la patrie, le bonheur des hommes, tous ces mots résonnent à son approche comme les cordes d'une lyre. C'est le bruit des écailles d'argent de ses ailes flamboyantes. Les larmes de ses yeux fécondent la terre, et il tient à la main la palme des martyrs. Ses paroles épurent l'air autour de ses lèvres, son vol est si rapide que nul ne peut dire où il va. Prends-y garde. Une fois dans ma vie, je l'ai vu traverser les cieux. J'étais courbé sur mes livres. Le toucher de sa main fait frémir mes cheveux comme une plume légère. Que je l'ai écouté ou non, n'en parlons pas. Je ne te comprends qu'avec peine, et je ne sais pourquoi j'ai peur de te comprendre. N'avez-vous dans la tête que cela? Délivrez vos fils. Mettez la main sur la conscience. Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse? Eh bien oui, que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté. Pour moi et pour tous, j'irai. Prends garde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. Très bien. Que veut dire ceci? Es-tu dedans comme au dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, est-ce là ce que tu renfermes? Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Toi? Moi? Demain ou après-demain. Rentrez chez vous. Tâchez de délivrer vos enfants. Si vous ne le pouvez pas, laissez-leur subir une légère punition. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas d'autre danger pour eux. Et je vous répète que d'ici à quelques jours, il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit. Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup? Mais Philippe, si tu le fais... Philippe, prends garde à toi, tu as 60 ans de vertu sur ta tête grise. C'est un enjeu trop cher pour le jouer au dé. Si tu caches sous ces sombres paroles quelque chose que je puisse entendre, parle. Tu m'irrites singulièrement. Mais tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine. Comme un martyr croit à son Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles. Eh bien, Lorenzo? Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine, et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine nuit, que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux. J'ai toujours eu confiance en toi, et cependant je crois rêver. Et moi aussi. J'étais heureux alors. J'avais le cœur et les mains tranquilles. Mon nom m'appelait au trône, et je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon, et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. Il faut que je l'avoue, si la Providence m'a poussé à la résolution de tuer un tyran quel qu'il fût, l'orgueil m'y a poussé aussi. Que te dirais-je de plus? Tous les Césars du monde me faisaient penser à Brutus. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil, pourquoi t'en défendrais-tu? Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. Pour comprendre,
l'exaltation fiévreuse qui enfantait en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent à nu sous un scalpel. Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où j'ai commencé à vivre avec cette idée. Il faut que je sois un Brutus. Tu m'étonnes de plus en plus. J'ai voulu d'abord tuer Clément VII. Bien, Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. bien. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Oui, très bien. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Je travaillais pour l'humanité, mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Il fallait donc entamer par la ruse un combat singulier avec mon ennemi. Je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d'un paralytique comme Cicéron. Je voulais arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, porter mon épée sanglante sur la tribune et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Quelle tête de fer as-tu, ami? Quelle tête de fer! La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys, et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Ce que je suis devenu à cause de cela, n'en parlons pas. Tu dois comprendre que j'ai souffert. Et il y a des blessures dont on ne lève pas l'appareil impunément. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête. Tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point. Les masques de plâtre n'ont point de rougeur au service de la honte. J'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Je suis au terme de ma peine. Et sois certain, Philippe, que le buffle sauvage quand le bouvier là-bas sur l'herbe n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants que je n'en ai tissé autour de mon bâtard. Ce cœur, jusqu'aux auxquels une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu sous ma main. Je n'ai qu'à laisser tomber mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Maintenant, sais-tu ce qui m'arrive? Et ce dont je veux t'avertir? Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. Et je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Je me suis souvenu du bâton d'or couvert d'écorce. Maintenant, je connais les hommes. Et je te conseille de ne pas t'en mêler. Pourquoi? Mais vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes, et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Du fond de votre solitude, vous trouviez l'océan magnifique sous le dais splendide des cieux. Mais vous ne comptiez pas chaque flot. Vous ne jetiez pas la sonde. Vous étiez plein de confiance dans l'ouvrage de Dieu. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse de la vie. J'en ai parcouru toutes les profondeurs, couvert de ma cloche de verre. Tandis que vous admiriez à la surface,
J'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. Ta tristesse me fend le cœur. Mais c'est parce que je vois tel que j'ai été sur le point de faire ce que j'ai fait que je vous parle ainsi. Je ne méprise point les hommes, mais le tort des livres à des historiens est de nous les montrer différents de ce qu'ils sont. La vie est comme une cité, on peut y rester 50 ou 60 ans sans voir autre chose que les promenades et les palais. Mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s'arrêter en rentrant chez soi, aux fenêtres des mauvais quartiers. Voilà mon avis, Philippe. S'il s'agit de sauver tes enfants, je te dis de rester tranquille, c'est le meilleur moyen pour qu'on te les renvoie après une petite semonce. S'il s'agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras, car tu ne seras pas longtemps à t'apercevoir qu'il n'y a que toi qui en es. Je conçois que le rôle que tu joues t'est donné de pareilles idées. Si je te comprends bien, tu as pris dans un but sublime une route hideuse, et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Je te dis le danger d'en faire. Je connais la vie et c'est une vilaine cuisine, sois-en persuadé. Ne mets pas la main là-dedans si tu respectes quelque chose. Arrête. Ne brise pas comme un roseau mon bâton de vieillesse. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur, et les pères ne prennent pas quand je passe leurs couteaux et leurs balais pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré, et pas une ne vomit à ma vue un valet de charrue qui me fend en deux comme une bûche pourrie. Et l'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Et pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, ô Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre honteusement les poings de rage en remuant dans ma poche 4 ou 5 méchantes pièces d'or. Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi tenter lorsque l'on doute? Suis-je un Satan? Oh, lumière du ciel, je m'en souviens encore, j'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite, si elle ne s'était mise à rire. Et quand j'ai commencé à jouer mon rôle de Brutus moderne, je marchais dans mes habits neufs de la grande confrérie du vice, comme un enfant de 10 ans dans l'armure d'un géant de la fable. Je croyais que la corruption était un stigmate, et que les monstres seuls le portaient au front. J'avais commencé à dire tout haut que mes 20 années de vertu étaient un masque étouffant. Oh, Philippe. J'entrai alors dans la vie, et je vis qu'à mon approche tout le monde en faisait autant que moi. Tous les masques tombaient devant mon regard. L'humanité souleva sa robe et me montra comme un adepte digne d'elle sa monstrueuse nudité. Alors j'ai vu les hommes tels qu'ils sont, et je me suis dit, pour qui est-ce que je travaille? Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur, et je me demandais, quand j'aurai fait mon coup, celui-ci en profitera-t-il? J'ai vu les républicains dans leur cabinet, je suis entré dans les boutiques, j'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple, j'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie, j'ai bu dans les banquets patriotiques le vin qui engendre la métaphore et la prosopopée. J'attendais toujours que l'humanité me laisse voir sur sa face quelque chose d'honnête. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Si tu n'as vu que le mal, je te plains, mais je ne puis te croire. Le mal existe, mais non pas sans le bien, comme l'ombre existe, mais non sans la lumière.
Mais tu ne veux voir en moi qu'un mépriseur d'hommes. C'est me faire injure. Je sais parfaitement qu'il y en a de bons. Mais à quoi servent-ils? Que font-ils? Qu'importe que la conscience soit vivante si le bras est mort. Il y a de certains côtés par où tout devient bon. Un chien est un ami fidèle. On peut trouver en lui le meilleur des serviteurs. Comme on peut voir aussi qu'il se roule sur les cadavres et que la langue avec laquelle il lèche son maître sent la charogne d'une lieue. Mais tout ce que j'ai à voir, moi, c'est que je suis perdu et que les hommes n'en profiteront pas plus qu'ils ne me comprendront. C'est très bien, très très bien. Vous avez fait un immense progrès, un immense progrès. Je vous le dois, madame, et je vous Oh remercie non, beaucoup. non, c'est à vous que vous le devez. Je suis très contente. Très, Je vous remercie beaucoup, madame. Comme chaque samedi à la même heure, nous venons de vous présenter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude de scènes choisies du théâtre classique ou contemporain. Aujourd'hui, Michel Marny a travaillé le rôle de Lorenzaccio de la pièce d'Alfred de Musset, acte 3, scène 3. La réplique lui était donnée par Jean Vermont dans Philippe Strozzi. Assistante Daniela Thun, mise en onde Georges Godbert.